Face à Face. How dare you! Et André Berkoff est en face à face aujourd'hui avec François Gervais, physicien, essayiste français, professeur émérite de l'Université de Tours et auteur de ce livre Merci au CO2, et c'est aux éditions L'Artilleur. François Gervais, bonjour. Bonjour André Berkoff. Bonjour, très heureux de vous avoir comme d'habitude. Bon, on ne le sait pas souvent entendu, mais à chaque fois c'était très instructif, en tout cas pour moi. Et effectivement, merci au CO2. Je n'ai pas hésité à vous mettre l'admonestation de Greta Thunberg, évidemment, le How dare you. Et juste avant de commencer à parler de votre livre, très bien, merci au CO2, je vous donne à nos collaborateurs Augustin a trouvé ce tweet posté par la transition écologique. Voilà. Et c'est l'actualité, c'est la galette des rois, François Gervais. La galette des rois frangipane 6 parts génère environ 3,3 kg CO2 et une bouteille de cidre 1 kg, soit 4,3 kg cachés de CO2. Cette tradition pèse 800 grammes dans le budget carbone d'un Français, soit 2500e du budget maximal acceptable pour rester sous les 2 degrés. C'est pas beau ça. Voilà, la galette des rois devient un instrument de la pollution carbone. André Berkoff, savez-vous combien on émet de CO2 en respirant, si tant est qu'on ait encore le droit de respirer? De respirer, oui. Bonne Peut-être question. qu'il faudra se signer une autorisation dérogatoire pour avoir le droit de continuer à respirer. Pendant une vie, la durée moyenne d'une vie dans le monde, Oui. On émet 25 tonnes de CO2 en expirant. 25 tonnes, chacun Oui. d'entre nous, chaque être humain. Tout à fait. Ouais. Oui, c'est intéressant à rappeler ça par rapport à la frangipane. Mais alors, Voilà. mais justement, François Gervais, parce que derrière le Covid, derrière l'arbre du Covid, la forêt du réchauffement climatique continue, du CO2, etc. Et vous écrivez effectivement merci au CO2. Et vous rappelez, vous l'aviez déjà dit, on en avait parlé, à quel point le CO2 était indispensable du point de vue des plantes, de l'alimentation, etc. Mais aujourd'hui, justement, en faisant le point aujourd'hui, François Gervais, où en est-on exactement par rapport aux chiffres, réchauffement, etc., etc. Où en est-on? Alors, sur le bénéfice du CO2, il y a un tiers de nos émissions, ce qu'on appelle les émissions, là je compte pas la respiration, Bien sûr. les émissions par combustion du charbon, du pétrole et du gaz, un tiers de ces émissions dans l'atmosphère Oui. contribuent à augmenter la nourriture de la végétation en général et des plantes nutritives en particulier. Quand on regarde plante par plante, le travail a été fait pour 45 plantes nutritives principales qui constituent 95% de la nourriture des habitants de la planète, enfin de la nourriture végétale, c'est-à-dire céréales, fruits et légumes. Eh bien, on aboutit à un bénéfice pour l'humanité des émissions depuis une quarantaine d'années de l'ordre de 3 000 milliards d'euros, dont 500 milliards d'euros pour le riz à lui seul. D'accord. Voilà le bénéfice. D'accord, oui, ça on n'en parle pas beaucoup. Donc c'est pour ça que vous dites merci au CO2, il ne faut pas l'oublier. Tout à fait. Ouais. Et alors du point de vue, alors pourquoi, alors expliquez, on revient toujours à ça, pourquoi on ne parle, et chaque fois qu'on parle du réchauffement, chaque fois qu'on parle de la pollution, et pas seulement Greta Thunberg, on dit toujours le CO2, par exemple, on entend encore, et j'ai reçu dans mon émission, mais partout et à la radio et ailleurs, on dit oui, mais vous comprenez, l'essentiel, et d'ailleurs nos responsables politiques, il faut réduire, la France effectivement n'en émet pas trop, mais il faut encore réduire l'émission de CO2. Tout se passe au niveau du CO2, c'est le basculement de CO2 qui va entraîner la fin de la planète. Enfin, tout se passe comme ça. Alors, déjà pour répondre pour la France, oui. On nous dit que la France s'est réchauffée d'1/10 de degré de plus. Bon, mais... En combien de temps ça, dit-on? En 2020. En 2020, oui, c'est ça. Et ça, c'est pas le CO2, puisque les émissions mondiales ont diminué à cause de du confinement. Du confinement, à la pandémie. bien sûr. En revanche,
Ce que disent les météorologues, c'est que l'année 2020 en France a été exceptionnellement ensoleillée. Ouais. Cherchez l'erreur. Oui. Ouais. Oui, c'était la plus chaude, c'est vrai, enfin, ou en tout cas la plus ensoleillée. Un dixième de degré, oui. Oui, un dixième de degré, oui, c'est intéressant. Cela dit, un dixième de degré, la température moyenne de la France, c'est 14 degrés. La température moyenne mondiale, c'est 14,5 degrés. Est-ce que en ce moment, on met son thermostat chez soi à 14 degrés? Parce que si c'était plus chaud, ça serait insupportable. Ouais. Question, simplement. Ouais. Et alors, cette fixette sur le CO2, et on va pas revenir à comment a commencé comment commencer les manifestations des Gilets jaunes, transition écologique et compagnie. Comment expliquez-vous, alors, François Gervais, qu'on est encore dans cette, si vous voulez, dès qu'on parle de climat, dès qu'on parle de pollution, etc., c'est ça qui me fascine, c'est on met toujours le CO2 en avant. C'est-à-dire, avant de parler du reste, et question, non pas suicidaire, mais seconde question, que pensez-vous du fait qu'on ait arrêté, ça chacun le sait, la centrale nucléaire de Fessenheim et qu'on va en arrêter d'autres, et que la France aujourd'hui importe du gaz et du charbon d'Allemagne notamment? Alors, j'ai pas de compétences particulières sur le nucléaire, donc je me contenterai de répondre en disant, en pratique, la fixette, comme vous dites, sur le CO2, c'est un énorme business. C'est un énorme business parce que le climat, il est principalement conditionné par la vapeur d'eau et les nuages qui sont formés à partir de vapeur d'eau. C'est ça qui va conditionner essentiellement le climat, en plus du soleil, bien sûr. La contribution du CO2, il suffit d'aller voir ce qu'on appelle le spectre infrarouge du CO2, c'est-à-dire prolonger l'arc-en-ciel. Au-delà du rouge, on arrive dans l'infrarouge. Et c'est là qu'on voit la contribution du CO2 à la balance énergétique de la Terre et de l'atmosphère. Eh bien, si on doublait le taux de CO2, on allait très loin, puisqu'on est passé de 0,03% à 0,04% en un siècle. On n'est pas prêt de doubler à ce rythme-là. Mais si on doublait, ça veut dire que la contribution du CO2, il y aurait un petit manque de 1% sur la balance énergétique de l'ensemble de la planète. C'est 3 fois rien. Alors quand vous dites c'est un business, c'est quoi? C'est quel business? François Gervais, soyons précis. Vous dites cette fixette, c'est un business, mais qui profite à qui? Qui profite à quoi? Alors, dans le livre, vous avez peut-être vu, il y a un petit calcul. Oui. Qu'en reprenant les chiffres du GIEC, je précise bien, non pas mes chiffres, mais parce que selon mes chiffres, c'est moitié moins, mais on va pas chipoter. Selon les chiffres du GIEC, émettre 1 tonne de carbone provoque un réchauffement de la planète d'1 picodegré par tonne de carbone. Un picodegré, c'est 1/1000 de milliardième de degré. Attendez, vous dites un millième de milliardième de degré. Oui, c'est... pour une tonne de carbone. Et ça, je reprends les chiffres du GIEC. Ouais. Le calcul est fait, c'est très simple, dans le livre, c'est une règle de 3, finalement. Ouais. Si on fait le calcul dans l'autre sens, ça veut dire que si on taxe 100 € la tonne de carbone, ce qui est dans l'air actuellement, ça veut dire que ça met le cours du degré C à 100 000 milliards d'euros. Si on ne comprend pas l'argument, là, je crois qu'il est assez clair. D'accord. Vous voulez dire que là, ça ferait effectivement, les sanctions deviendraient extrêmement juteuses pour un certain nombre de gens. C'est ça? La Banque mondiale confirme, puisque elle demande à ce qu'on mette 89 000 milliards de dollars, ce qui est à peu près le même chiffre. Oui, c'est ça. Et donc, et comment justement, et vous en parlez, et quand vous dites justement comment peut-on peut-être sortir de
je dirais pas aller cette hystérie, mais comment peut-on sortir de ces schémas qui ont l'air maintenant d'être passés au rang, je dirais, presque de paroles d'évangile? Comment peut-on sortir de, évidemment, votre livre y contribue, mais de sortir de cette espèce d'extraordinaire calcul un peu fantasmatique devenu des vérités éternelles et sur lequel si vous les contestez, vous êtes soit un complotiste, soit un marginal, soit ceci, soit cela. Alors on n'en a rien à faire de ces qualificatifs qui sont donnés à ceux du business pour ceux qui posent des questions. Mais comment sortir, François Gervais? Non, mais d'abord, il faut bien remarquer que ce qu'on fait en France, voire même en Europe, n'a aucune influence de toute manière. Les principaux émetteurs dans le monde, c'est la Chine, les États-Unis, l'Inde, la Russie et le Japon. Ça dépend d'abord d'eux. Nous, en France, c'est dérisoire. On est 0,9% des émissions, mais c'est dérisoire. Ce qu'on fait ou qu'on fait pas, de toute façon, il y a le même petit calcul qui est fait dans le livre. De toute manière, la France, qu'elle émette ou qu'elle n'émette pas, ça contribue à la température de la planète, en reprenant les chiffres du GIEC toujours, ça contribue à 1/10 millième de degré par an. C'est absurde. Nous serions responsables de la hausse d'1/10 millième degré par an. Exactement. Et l'Europe 10 fois plus. Et l'Europe 10 fois plus, oui. Donc, tout ça, ce sont des discours... c'est ça qui est extraordinaire. C'est ce discours, effectivement, en l'air, vous le démontrez. Et en même temps, ce sont des discours pratiquement quotidiens. Parce que s'il n'y avait pas eu le Covid en ce moment, vous n'auriez eu que ça en permanence du matin au soir. Et alors, dites-moi, en fait, ce qu'il faut, c'est quoi? C'est donner les chiffres. Et juste un mot, les pays dont vous parlez, les grands pays pollueurs, hein, la Chine, les États-Unis, le Japon, l'Inde et autres. Et la Russie. La Russie, oui, vous avez tout à fait. Est-ce que les différentes COP, 21, etc., les différents accords, est-ce qu'ils sont pour eux contraignants ou pas du tout? En fait, la situation n'a pas du tout changé. Il n'y a aucune contrainte, puisque c'est chaque pays qui indique la réduction qu'il veut faire. Alors, le principal émetteur, la Chine, elle a dit que non, nous on réduit pas, on va continuer à augmenter jusqu'en 2030. Ah d'accord. Bon, alors déjà, comme c'est le principal émetteur, tout ce qu'on peut faire en France ou en Europe n'aura aucun impact. Oui. Et les autres aussi, j'imagine, tiennent un peu le même langage. Je parle des grands pollueurs. Alors, les États-Unis ont leurs émissions qui diminuent légèrement, simplement parce qu'ils développent ce qu'on appelle l'efficacité énergétique, et donc avec une même énergie, ils arrivent à faire moins, en consommant moins, à faire aussi bien. D'accord. Et la Russie et les autres, enfin oui, mais ce que vous dites... La Russie, elle a du gaz à profusion, donc... Oui, il n'y a pas de problème. Et dites-moi, au fond, alors pour revenir à la France et pour revenir à cette politique, donc vous dites, attendez, de quoi vous parlez quand vous parlez d'efforts à faire pour la transition écologique? C'est-à-dire, pour vous, ça n'a pas de sens, François Gervais. Non, parce que il n'y a pas, manifestement, quand on regarde ces chiffres, il n'y a aucune urgence climatique, et ça, c'est ce qui a été écrit au secrétaire général des Nations Unies. Nous sommes 900 scientifiques à avoir signé une déclaration, il n'y a pas d'urgence climatique, qui a été envoyée au secrétaire général des Nations Unies. Évidemment, la presse mainstream n'en a pas parlé, et qui a été envoyée à la présidente de l'Union européenne. Oui. Nous sommes quand même 900 scientifiques à s'être associés pour cette déclaration. Mais ça, on n'en parle pas. Eh bien, écoutez, nous, on en parle et puis on va en reparler. Mais juste, François Gervais, est-ce qu'ils vous ont répondu que ce soit... Non. Est-ce que vous avez eu des réponses? Pardon, l'Europe a organisé un petit colloque auquel a participé en particulier le président de notre association, Benoît Ritaud, qui était là donc à Bruxelles. Il y a eu un colloque devant quelques parlementaires européens. Donc, si, il y a eu une démarche européenne, bon, qui n'a pas été tellement plus loin, mais enfin, il y a quand même eu quelque chose. Et côté ONU? Rien du tout. Non. D'accord. Pas de réponse. Est-ce que vous êtes adressé, parce que ça aurait été peut-être intéressant, pour faire le lien à l'Organisation mondiale de la santé?
C'est une bonne idée, je la retiens. Je crois que ce ne serait pas mal en ces temps-là de dire, écoutez, puisque vous êtes préoccupés, bah oui, c'est un peu leur boulot en principe, mais et en attendant, dites-moi, comment dirais-je, est-ce que vous ne pensez pas que il faudrait avoir une Greta Thunberg qui dirait merci au Covid? Je veux dire, est-ce qu'il ne devrait pas avoir symboliquement une personnalité ou des personnalités qui, justement, au lieu d'être en train de chanter le grand psaume que l'on entend habituellement du matin au soir, qui dirait attendez, merci CO2, justement. Je crois que ce serait pas mal. Il y a une jeune fille en Allemagne qui joue un peu ce rôle de contrepoint, mais j'en connais pas en France. Oui. Bah écoutez, s'il y a des candidats ou des candidates, en tout cas, il faudrait qu'ils lisent ce livre de François Gervais, Merci au CO2. Ça rappelle, et d'ailleurs j'aime beaucoup la couverture du livre. D'ailleurs, elle montre très très bien, je vois la couverture du livre, elle montre très bien ce que le CO2 apporte. Je voudrais que juste que vous reprécisiez, François Gervais, vous l'avez dit, le CO2, qu'est-ce qu'il apporte effectivement? C'est-à-dire, sans le CO2, ces plantes n'existeraient pas, faut le dire, c'est ça. Absolument. Ça. La tendance dans l'histoire de la Terre était une lente diminution du taux de CO2 dans l'atmosphère. Ouais. En dessous de 0,015%, la vie végétale s'arrête. Et donc toute la vie s'arrête. Si la vie végétale s'arrête... Bien sûr. Bien, là, on a réaugmenté de 0,01% en un siècle. C'est un bénéfice objectif, car ce CO2 est la nourriture indispensable et irremplaçable de la végétation et des récoltes en particulier. Alors que on est dans une situation où la population de la planète continue à augmenter. Elle avait décuplé en 2 millénaires, elle a à nouveau décuplé en 2 siècles. Oui. Et ça continue. Et il faut le rappeler. Et merci en tout cas de rappeler toutes ces vérités, François Gervais. Il serait bon qu'on soit raison gardée. Merci beaucoup, François Gervais. Je rappelle encore une fois votre livre. Merci au CO2, aux éditions L'Artilleur. Eh bien, merci à vous, André Berkoff. Vous n'êtes pas une molécule de CO2, mais je vous remercie quand même. On vous retrouve dans quelques instants avec Céline Alonso. C'est la culture qui est dans tous ses états. Et vous allez partir en Arménie, c'est ça? C'est ça. On va parler du peuple arménien, de l'histoire du peuple arménien, et c'est absolument passionnant. Il y a un livre passionnant et un témoin, deux témoins et un livre. Et avec Céline Alonso, on va parler de ce qui se passe en ce moment en Arménie et de tout ce qu'a apporté l'Arménie. Voilà, alors riche sujet. Restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants. Vous venez d'écouter un extrait de Sud Radio, mais là nous sommes bel et bien sur Radio Climat, CGC en direct, en simultané sur Facebook, ce dimanche soir, le dimanche 23 juillet 2023. Alors justement, ça s'est passé un 23 juillet. Plusieurs événements historiques marquants. Tout d'abord, le 23 juillet 1242, la victoire de Saint-Louis à Saintes. Donc le 23 juillet 1242 à Saintes, entre La Rochelle et Angoulême, l'armée du roi de France prend le dessus sur une coalition de féodaux alliés au roi d'Angleterre. Le 23 juillet 1894, le Japon soumet la Corée. Donc le 23 juillet 1894, les troupes japonaises investissent le palais royal de Séoul et renversent le roi de Corée. Son successeur est contraint 4 jours plus tard de déclarer la guerre à la Chine voisine. 15 ans plus tard, le Japon annexera le royaume. Le 23 juillet 1914, c'est l'ultimatum de Vienne à la Serbie. Donc un mois après l'attentat de Sarajevo, Vienne remet une note au gouvernement serbe le 23 juillet. Elle ne menace la Serbie d'aucune annexion, mais en 10 points exige de Belgrade l'engagement public de ne plus soutenir les menées terroristes en Bosnie. Elle exige aussi que soient recherchés les responsables serbes de l'attentat de Sarajevo et souhaite que des fonctionnaires austro-hongrois participent à l'enquête. Le gouvernement serbe a 48 heures pour répondre à ces 10 points. Il se dispose à les accepter quand le tsar de Russie s'immisce dans le différend. Sur son intervention, Belgrade rejette l'ultimatum de Vienne. La guerre devient inéluctable. Le 23 juillet 1952, c'est la fin de la monarchie en Égypte. Donc dans la nuit du 22 au 23 juillet 1952, un groupe d'officiers libres conduit par Neguib et Nasser prend le pouvoir en Égypte, renverse le roi Farouk Ier et proclame la République.
L'anniversaire de cet événement est depuis lors fête nationale en Égypte. Alors c'est sa fête aujourd'hui, la fête à Brigitte. Sainte Brigitte est l'une des Suédoises les plus célèbres de l'histoire. Née vers 1302, cette pieuse aristocrate, choquée par les mœurs dissolues de la cour de Suède, décide de se consacrer à la religion après la mort de son mari en 1344. Veuve avec 8 enfants, elle fonde un ordre monastique à Vadstena, l'ordre du Très Saint Sauveur, dont l'originalité est de faire cohabiter moines et moniales sous la responsabilité d'une abbesse. Vers 1350, elle s'installe à Rome où elle acquiert une grande notoriété pour sa bonté et sa sagesse, mais également en raison du caractère prémonitoire de certaines de ses prophéties et par des révélations sur l'enfer. Elle s'associe aussi à Sainte Catherine de Sienne pour réclamer le retour du pape à Rome, c'était le temps de l'exil à Avignon. Brigitte de Suède meurt le 23 juillet 1373 après un pèlerinage en Terre Sainte. Canonisée en 1391, elle demeure la seule sainte suédoise reconnue par le Vatican et l'ordre qu'elle avait fondé et s'aimera dans toute l'Europe. Brigitte de Suède a été décrétée par Jean-Paul II copatronne de l'Europe le 1er octobre 1999 avec Catherine de Sienne et Edith Stein, sœur Thérèse Bénédicte de la Croix. Alors aujourd'hui, sachez que c'est l'anniversaire de Haïlé Sélassié Ier, qui est né le 23 juillet 1892 à Egersa Soro en Éthiopie, pour mourir le 27 août 1975 à Addis Abeba en Éthiopie, là aussi. Donc le prince Tafari Mekonnen est né le 23 juillet 1892 à Egersa Goro, dans la province du Harar en Éthiopie. Il devient empereur sous le nom de Haïlé Sélassié Ier en 1930 et se fait connaître du monde entier en juin 1936 suite à l'invasion de son pays par les troupes italiennes. Chef du seul État africain représenté à la Société des Nations avec le Libéria, il lance de la tribune de la SDN à Genève une vibrante dénonciation du fascisme le 30 juin 1936 et remonte sur son trône après la défaite italienne. L'empereur Haïlé Sélassié Ier est déposé une nouvelle fois en 1970 par un colonel marxiste, Mengistu Haïlé Mariam, et assassiné le 27 août 1975, sans doute par strangulation. Sa dépouille sera retrouvée sous le plancher du bureau du dictateur après la chute de celui-ci en 1991. Le meurtrier du dernier empereur coule aujourd'hui une retraite paisible au Zimbabwe. Et puis aujourd'hui, nous commémorons le décès de Michel Fedorovitch Romanov, qui est né le 21 juin 1596 en Russie, pour mourir donc le 23 juillet 1645 à Moscou, là aussi en Russie. Michel Romanov, fils du prestigieux patriarche de Moscou Philaret, né Fiodor, est élu tsar le 21 février 1613 à seulement 16 ans. Avec son père, il va rétablir la paix civile en Russie après le temps des troubles et consolider l'unité du pays au détriment des paysans. Aujourd'hui, nous commémorons aussi Philippe Pétain, le décès de Philippe Pétain, qui est né le 24 avril 1856 à Cauchy à la Tour, dans le Pas-de-Calais en France, pour mourir le 23 juillet 1951 à Port-Joinville, sur l'île Dieu, là aussi en France. Le futur vainqueur de Verdun est issu d'une famille de paysans honnêtes et pieux. Officier républicain, indifférent à la religion, il s'attire des inimitiés à l'école de guerre en raison de son opposition aux théories alors en vogue qui prônent l'offensive à outrance. Pendant la Grande Guerre, sa nomination en février 1916 à la tête de la 2e armée avec mission de défendre Verdun lui ouvre les portes de la célébrité. En novembre 1918, il éclate en sanglots quand le généralissime Foch lui interdit de poursuivre l'offensive jusqu'à Berlin. Le 8 décembre 1918, il n'en reçoit pas moins son bâton de maréchal. En juillet 1940, la France ayant été envahie par l'armée allemande, le maréchal, doté des pleins pouvoirs par la Chambre des députés, met sa popularité au service de la collaboration avec l'occupant. Il croit ce faisant servir les intérêts de la France. Ses compromissions lui valent d'être condamné à mort après la libération. De Gaulle, chef du gouvernement provisoire, le gracie en considération de son grand âge et il va finir ses jours en prison. Et puis pour finir, aujourd'hui, nous commémorons aussi le décès de Hassan II,
donc qui est né le 9 juillet 1929 à Rabat, au Maroc, pour mourir donc le 23 juillet 1999, là aussi à Rabat, au Maroc. Donc fils du roi Mohamed V, le restaurateur de l'indépendance du Maroc, Hassan II, lui succède le 26 février 1961. Il promulgue une constitution l'année suivante, mais n'en dirige pas moins le pays d'une main de fer, sans reculer devant l'élimination de ses adversaires ou opposants, comme Mehdi Ben Barka et son propre ministre de l'Intérieur, Mohamed Oufkir. Au terme d'une marche verte, par laquelle 350 000 Marocains se dirigent vers la colonie espagnole du Sahara occidental, le 6 novembre 1975, Hassan II réunit celle-ci au royaume en dépit d'une résolution contraire de l'ONU. À sa mort, le 23 juillet 1999, son fils aîné lui succède sous le nom de Mohamed VI, devenant à 35 ans le 23e souverain de la dynastie alaouite et le 3e à porter le titre de roi du Maroc. Préparé dès l'enfance à son rôle de souverain, il va avoir la tâche difficile d'assurer la modernisation du royaume tout en le préservant des menées islamistes. Bienvenue sur Radio Climat dans le Best-of. Tout de suite, nous proposons d'écouter un extrait de la radio RTM datant du 3 juin 2013. Bonne écoute. The Show Must Go On. Quand on sait de quoi parle cette chanson et quand est-ce qu'elle a été écrite et chantée, elle prend une autre tournure. C'est la dernière chanson du 12e album de Queen sorti en 1991 et qui s'appelle Innuendo. Cette chanson a été principalement composée par Brian May, le guitariste de Queen. Et ça raconte les efforts de Freddie Mercury à continuer de se produire malgré l'approche de la fin de sa vie. Il était donc très malade lorsqu'il a dû enregistrer la chanson et Brian May, qui voyait Freddie Mercury si faible, pensait qu'il ne pourrait même pas enregistrer et chanter la chanson. Il racontera même plus tard qu'il avait dit à Freddie « Hey Fred, je ne sais pas si ça va être possible de la chanter pour toi ». Ce à quoi Freddie lui a répondu, une vodka à la main, « I'll fucking do it, darling ». Ce qui veut dire « Putain que je vais le faire, chérie ». Il est directement entré dans le studio et il a assuré de ouf. C'est d'ailleurs la version que tout le monde connaît. La chanson sortira le 14 octobre 1991, 6 semaines seulement avant la mort de Freddie Mercury, le 24 novembre 91. Allez, il est temps que je vous traduise et que je vous rechante cette chanson mythique, parce que c'est quoi qu'on veut? C'est quoi qu'on veut? C'est ça qu'on veut. Le doigt sur le clavier, la main sur votre mobile, le regard vers le ciel, vous êtes sur RTM. Le doigt sur le clavier, la main sur votre mobile, le regard vers le ciel, vous êtes sur RTM. Radionomie. Écoutez la radio. Une application pour écouter toutes vos radios favorites. Radionomie. Disponible gratuitement sur l'App Store. Si aujourd'hui vous voulez commencer la journée comme ça, alors démarrez votre journée avec la délicatesse du pur jus Tropicana, parfum de saison. Une recette gourmande de fraises et d'oranges pulpeuses. Tropicana, la journée peut commencer. Bluetoner.fr est le plus grand fournisseur de cartouches d'encre pour imprimante. Sur www.bluetoner.fr, découvrez le plus vaste choix de cartouches à jet d'encre et de tonnerre. Plus de 600 cartouches compatibles et plus de 3600 cartouches originales sont en stock et délivrées sous 48 heures. Le meilleur rapport qualité-prix sur tous les produits originaux et pour toutes les marques d'imprimantes, c'est bluetoner.fr. www.bluetoner.fr, c'est clair, c'est net et c'est rapide. Profitez dès à présent d'une remise de 10% en utilisant le code RADIO. Wouh, ça me branche. Actuellement au cinéma. On a vécu plein d'aventures ensemble, mais j'ai l'impression que tu n'as rien retenu. Suite et fin des aventures de Stu, Phil, Alan et Duke. Vous pouvez prendre Stu à sa place? J'ai eu un mail bizarre, je crois que ça pourrait venir de Ciao. Petit gros, je suis dans le coin, ne le dis à personne, Ciao. C'est signé Ciao. Comment tu te doutais pas que ça venait de Ciao? En le recevant, j'ai pensé que c'était Ciao, genre au revoir, tu sais, comme Ciao arrivederci, pizza papa. Very Bad Trip 3, actuellement au cinéma. Suivez Radionomie sur les réseaux sociaux et écoutez vos radios préférées. Retrouvez nos actualités, découvrez de nouvelles radios, participez à nos actions et remportez de somptueux cadeaux en participant à nos concours exclusifs. Pour tout connaître de Radionomie, tout en écoutant vos radios préférées, suivez-nous sur Facebook et sur Twitter /Radionomie. Radionomie. Suivez-nous sur Facebook et sur Twitter /Radionomie. Radionomie, the radio experience. Des hits pour tous, de l'info et de la météo. Aux Champs-Élysées,
Salut chers auditeurs, chères auditrices, maintenant vous allez vivre les plus grands moments sur la radio RTM, avec les interviews, avec les météos, avec des interventions, avec tout ce que vous voulez, écoutez bien. Ils égayent le quartier. RTM, la radio météo qu'on aime. Vous venez d'écouter à l'instant un extrait de la radio RTM datant du 3 juin 2013 dans le Best of. À bientôt sur Radio Climat pour un prochain Best of, bien évidemment. Allez, de retour en direct 10 ans plus tard, en 2023. Nous sommes le 23 juillet 2023, c'est un dimanche soir, c'est Jessie. Donc en direct sur Radio Climat, en simultané sur Facebook. Avant de clôturer ce live, je voudrais, comme j'avais déjà eu l'occasion de le faire le mois dernier, où j'avais commencé à vous lire un des livres de ma grand-mère qui s'appelle « Ces signes venus du ciel », donc de l'auteur Marie Lioré. Et j'avais commencé à vous lire le début. En fait, c'est une sorte d'autobiographie, et ma grand-mère qui n'est plus de ce monde, et qui parlait dans son autobiographie de ses parents aussi, et donc de mon arrière-grand-mère. Et justement, c'est d'elle qu'elle parle, et je vais continuer à vous lire quelques pages de ce livre. Après plusieurs années de supplication, elle, donc sa mère, ma grand-mère, qui est mon arrière-grand-mère, Anna Maria, de son vrai prénom, trouva une combine qui allait lui permettre de fuir ce couvent. Parce que si vous vous souvenez, lors de la présente émission, vous avez raconté que cette jeune fille, elle était emmenée au couvent pour faire ses études aussi. Donc, mais bon, elle ne voulait pas y rester. Elle avait obtenu tous ses diplômes, dont celui d'institutrice, et c'est avec fierté qu'elle les montrait à sa grand-mère. Donc, à mon arrière-grand-mère. Pas un seul jour de liberté, sauf les rares sorties en compagnie des sœurs. Lors de ces promenades, elles étaient toujours vêtues de la même façon. Rester entre ces murs qui l'étouffaient la poussa à mettre une stratégie au point, car elle avait tenté à plusieurs reprises de s'échapper sans y parvenir. Les sœurs étaient très méfiantes et ouvraient son courrier. Elle demanda à apprendre le langage des signes pour communiquer avec les sourds et muets. Une grande complicité naquit avec une jeune fille qui souffrait de cette infirmité. Ma mère profita des sorties de sa nouvelle amie pour lui confier une lettre destinée à sa grand-mère. « Grand-mère, j'ai très mal aux yeux. Il faut faire quelque chose pour votre petite fille. Nous devons aller voir un grand spécialiste pour me soigner. » Son aïeul prit aussitôt le train pour aller la chercher. Elle devint libre. Elle resta quelque temps avec sa grand-mère, puis décida de partir travailler avec ses cousines à Alger. Elle était éprise d'indépendance et ne connaissait rien de la vie suite à toutes ces privations. Malgré son instruction, son approche du monde ne correspondait pas à la réalité. Elle n'avait peur de rien, elle ne voyait pas les pièges et les dangers. Il lui manquait un guide. Ses cousines, plus grandes qu'elle, avaient beau lui expliquer, elle croquait la vie à pleines dents. À la plage, pour se baigner, les filles portaient des maillots qui leur couvraient les mollets. Ma mère ne supportait pas, elle remontait le sien le plus haut possible. Les remontrances de ses cousines ne la touchaient pas, elles entraient par une oreille et sortaient par l'autre. Elle ne voyait pas le mal et vivait à sa guise. Un beau jour, elle fit la connaissance de celui qui allait devenir son époux. Ils s'éprirent l'un de l'autre, puis se marièrent à Alger. Ils voyagèrent, déménagèrent souvent, Marseille, Paris, Espagne, Lourdes, etc., s'arrêtant où mon père trouvait du travail lui convenant. Avec leur fille Anita, ils vécurent ainsi pendant 8 années, visitant de beaux pays en train ou en bateau. Ils profitaient de leur jeunesse et de leur liberté. Plus tard, ils conçurent mon frère Jacques, puis partirent en Espagne pour le mettre au monde, car là-bas, il lui restait une tante qui allait les aider. Mes parents durent vendre leur terre par manque d'argent. Un autre garçon, Joseph, naquit à Raziguères, puis je vis le jour dans ce même petit village des Pyrénées-Orientales un beau matin de mai. C'est pour cela qu'ils me donnèrent le prénom de Marie. Ma naissance fut mouvementée par mon arrivée précipitée dans les bras de mon père. Tremblant, il se mit à crier « C'est une petite fille !» L'émotion était à son comble. Ma mère lui dit « Pose-la sur mon ventre et pars chercher la sage-femme au village. » Le travail terminé,
tous trois heureux, purent retrouver leur sourire. Je fis mes premiers pas dans les montagnes pyrénéennes entourées de vignobles. Mon père confectionnait des cuves en ciment pour recevoir le raisin. Sa tâche terminée, il fallut chercher ailleurs. Nous avons quitté la France pour Alger. À cette époque, le travail ne manquait pas. En plus, il y avait la mer. Mon père trouva du boulot tout près de l'école. Je me souviens de ma première rentrée à la maternelle. Ma mère me serrait la main. J'étais vêtu d'un tablier noir avec une étiquette sur la poitrine et de petits souliers noirs. Je tenais mon cartable de l'autre main. De nombreux parents et élèves attendaient l'heure de la rentrée. La cloche se mit à sonner. Nous avons pénétré dans une grande cour. La séparation fut brève. Les institutrices prirent le relais pour nous assembler et nous emmener en classe. J'étais une élève tranquille. Je travaillais convenablement. Un jour, je fus convoqué par la directrice. Je l'accompagnai pour parcourir toutes les classes avec mon cahier en main. Elle me citait comme exemple, malgré les compliments. Je trouvais cela gênant. Mon frère Louis naquit à son tour. Notre famille était unie. À l'âge de 11 ans, j'eus très envie d'avoir une petite sœur et je suppliai ma mère jusqu'à ce qu'elle m'annonce qu'elle était d'accord si je m'en occupais. Francette vient au monde en chemise. Chacun de nous garda un morceau de cette enveloppe placentaire. J'étais comblé de voir que ma mère avait tenu sa promesse. Je me suis donc consacré à ma petite sœur pendant de longues années. Partout où j'allais, elle me suivait. Je l'aimais beaucoup. C'était ma poupée. Cependant, bien des fois, j'aurais voulu avoir plus de liberté, car j'étais encore enfant et il me fallait toujours la surveiller de peur de l'égarer. Malgré cela, je continuais ma scolarité. Je travaillais moyennement bien et un jour, j'eus l'ambition de faire tout mon possible pour devenir première en classe, avec acharnement. Je parvins à ce résultat. Arrivant chez moi pour annoncer la bonne nouvelle, je dis à ma mère « Regarde maman, c'est moi la première de la classe !» Elle me répondit « Bien sûr, c'est moi qui te fais les devoirs. » Sa réponse me fit l'effet d'une douche froide et depuis ce jour, je n'eus plus envie d'aller en classe. Je lui dis que je voulais quitter l'école pour pouvoir garder Francette. Ma mère alla voir ma directrice qui n'approuva pas cette décision jusqu'à ce qu'elle lui dise qu'elle était cardiaque et qu'il fallait que je m'occupe de ma petite sœur. En ce temps-là, les allocations familiales pour les familles nombreuses n'existaient pas. Mes parents et leurs 6 enfants joignaient difficilement les deux bouts. Pourtant, mon père travaillait très dur. Quant à ma mère, elle allait chez les gens pour les aider à remplir leurs courriers. Elle les assistait dans leurs papiers et écrivait leurs lettres tant en français qu'en espagnol. Ma sœur aînée, Anita, participait activement pour les aider à nous élever. Elle était brave, courageuse et gentille envers nous tous. Elle travaillait dur et était estimée de tout le monde, également de ses patrons. Elle gardait même leurs enfants le dimanche, pendant leur sortie, et nous étions déçus car, par habitude, en ce jour férié, elle nous achetait des bonbons. Nous avions toujours à manger une bonne potée à base de haricots, de pois chiches ou de lentilles, avec un morceau de cochon ou un couscous. Grâce à ces bons petits plats, nous grandissions avec force et santé. Mes parents discutaient souvent entre eux, en patois espagnol. J'arrivais à les comprendre, mais je leur répondais en français. Pour eux, la vie était loin d'être facile. Ils étaient soucieux. Ma mère prononçait toujours cette phrase « Dios rovira ». Cela veut dire « Dieu sera grand ». Dans mon enfance, nous avons souvent dû déménager car nous étions endettés. Les loyers prenaient du retard. Il nous fallait partir. Nous ne faisions que ça. Partir, toujours partir d'un endroit à l'autre. Les quelques meubles que nous possédions étaient bien souvent bancals. Nous allions toujours à la même école. Cela nous obligeait à effectuer des kilomètres à pied pour rejoindre nos bancs de classe. De cet inconfort, je n'en garde pas de mauvais souvenirs. Pourtant, toute petite, je me rappelle avoir dormi sur des chaises avec des coussins par manque de lit. Mais moi, à cet âge, je regardais la vie avec des yeux d'enfant. Ce qui comptait, c'était d'avoir ma famille autour de moi. Ma mère me contait souvent des histoires. J'aimais celle de la Bible. À la maison, un Christ trônait au-dessus de notre lit. Et dans la salle à manger, un cadre représentait le Sacré-Cœur de Jésus. Lorsque j'étais petite fille, je contemplais cette image avec adoration. Je trouvais Jésus si beau que je lui parlais quand j'étais seule avec lui. J'éprouvais beaucoup de peine de voir ses mains trouées et de savoir qu'il avait tant souffert pour nous. C'est à l'âge de 12 ans, le jour de ma première communion, que je sentis l'Esprit Saint se manifester en moi. Mon cœur était plein d'amour et de joie pour Dieu. Il était là et j'allais le recevoir. Au cours de la cérémonie, le prêtre s'est approché de moi et a posé l'hostie dans ma bouche. Elle s'est collée au palais, je l'ai poussée et touchée avec mes dents.
Oh mon Dieu, moi aussi je venais de blesser Jésus. Je venais de commettre un sacrilège. Une immense peine m'envahissait. Je lui demandais pardon dans mes prières. Je le sentais si près de moi. C'est à l'âge de 15 ans qu'un signe merveilleux ne me fit plus jamais douter de l'existence de Dieu. Et de ce signe, nous en parlerons lors d'une prochaine émission. Bonne fin de soirée sur Radio Climat.